Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Après avoir saisi la totalité des municipalités du HDP, le pouvoir serait-il en train de s'attaquer à la municipalité d'Istanbul? C'est en tout cas ce que craignent les partisans de l'opposition après les déclarations du ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, faisant état de plusieurs centaines de terroristes qui seraient employés par la mairie. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'une inspection avait été déclenchée sur la base de suspicions selon lesquelles des centaines de membres du personnel travaillant à la mairie d'Istanbul seraient affiliés ou associés à des organisations terroristes. Le ministre Soylu a déclaré « Ce n'est pas une question politique, c'est une question de sécurité ». Le maire d'Istanbul, dont le nom est évoqué comme candidat à la présidentielle, Ekrem İmamoğlu, a déclaré qu'il demeurait aux côtés des 86 000 fonctionnaires de sa mairie. Il a accusé Soylu de ne pas effectuer son devoir et a appelé à sa démission. Dans un communiqué publié ce dimanche, le ministère de l'Intérieur a déclaré « Parmi le personnel recruté par la municipalité d'Istanbul, ses filiales et ses sociétés, 455 d'entre eux sont membres du PKK et du KCK, 80 d'entre eux sont membres du DHKPC, 20 d'entre eux sont des MLKP, 2 sont du MKP, et certains d'entre eux sont avec FETÖ et d'autres organisations terroristes. Une inspection spéciale a été déclenchée par notre ministère pour enquêter sur la question sous tous ses aspects. C'est à travers le DİHAİDER que les autorités font le lien entre la municipalité d'Istanbul et le PKK. Cette association, créée en 2009 par des imams chafis, l'une des branches du sunnisme, pratiquée essentiellement par les populations kurdes, avait signé une convention avec la mairie d'Istanbul pour effectuer les ablutions des personnes décédées d'obédience chaféite. Ce type de convention existait pour toutes les religions. Mais les autorités ont relancé en 2020 une procédure initiée en 2014 contre cette association. Mais ces accusations contre İmamoğlu sont à double tranchant car si elles pourraient permettre aux autorités de démettre ce dernier pour reprendre en main le contrôle de la municipalité, option exigée par le chef du MHP Devlet Bahçeli, ce type de procédé pourrait renforcer également la légitimité du maire d'Istanbul, une thèse défendue par Bülent Arınç, l'un des cofondateurs de l'AKP, en froid avec la direction actuelle, qui a rappelé un épisode de l'histoire récente au journaliste Ismail Saymaz. Cet épisode, un autre maire d'Istanbul qui avait été la cible des autorités dans le passé. Le sentiment d'injustice entourant sa condamnation avait donné un coup d'accélérateur à sa carrière politique. Ce maire s'appelait Recep Tayyip Erdoğan. Lundi dernier, le vice-président de l'AKP Numan Kurtulmuş a déclaré sur Habertürk que cette procédure ne visait pas personnellement Ekrem İmamoğlu, mais visait à défendre la sécurité nationale. Mais pour Ruşen Çakır, les attaques du ministre de l'Intérieur contre İmamoğlu ont déjà renforcé ses chances de candidature. Süleyman Soylu était jusqu'à assez récemment considéré comme l'un des politiciens les plus prometteurs. Les gens le voyaient comme l'un des successeurs potentiels d'Erdoğan à la tête de l'union entre l'AKP et le MHP, ou à la tête de l'AKP, ou même à la tête du MHP. Mais depuis quelque temps, ces prétentions sont terminées. Quant à Erdoğan, je pense qu'il a abordé la phase finale de son règne long de 20 ans. Ils sont donc en train de chuter et prennent, en conséquence, comme cible la personne qui serait susceptible de les remplacer, à savoir Ekrem İmamoğlu. Et d'ailleurs, dans cette obstination, il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait aussi des raisons personnelles, parce qu'ils sont sur le départ et qu'Imamoğlu est en train d'arriver. Le slogan qui est utilisé par l'opposition « Ce qui est en train d'arriver arrive » décrit actuellement plutôt bien la situation d'Imamoğlu. Quant à eux, ils sont sur le départ et veulent ralentir ou empêcher son arrivée. Ça, c'est ma lecture. Mais en agissant comme tel, ils ne font que provoquer l'effet inverse. Ils lui ouvrent un boulevard. Je ne sais pas si vous avez regardé la déclaration de Süleyman Soylu, mais il avait du mal à défendre les accusations qu'il portait contre İmamoğlu. D'après ce que j'ai compris, ils ont pressenti, dès qu'ils ont commencé à faire ça, que c'était une arme qui pouvait leur exploser dans les mains.
Disons qu'il leur reste ça d'instinct politique. Mais bon, ils ont entrepris quelque chose, et l'on sent bien que la personne qui est la plus insistante pour faire ça, c'est Erdogan. Dans tous les cas, on voit bien que ça n'a aucun lien avec le droit, parce qu'Imamoglu aussi l'a dit, toutes les embauches de personnel à la mairie se font sous le contrôle du ministère de la Justice. Donc, lancer une procédure contre la mairie en raison de ces embauches, c'est un peu comme si le ministère de l'Intérieur lançait cette procédure contre le ministère de la Justice. Donc voilà, on sait parfaitement que cette procédure n'a clairement rien à voir avec la loi. Alors ils essayent de mettre des obstacles devant Ekrem İmamoğlu, mais ce faisant, ils lui ouvrent un boulevard. Alors que l'opposition discute depuis déjà un moment du nom du candidat et aussi de la date où ce nom sera dévoilé. Est-ce que ça se passera lorsque la date de l'élection sera fixée ou plutôt avant? Donc tout le monde participe à ce débat. Kemal Kılıçdaroğlu a déjà fait savoir qu'il se tenait à disposition pour être le candidat commun de l'opposition. Il avait aussi expliqué que si les maires des grandes villes se présentaient, cela équivaudrait automatiquement à laisser l'AKP récupérer ces municipalités et que donc ce n'était pas une bonne idée. Il a d'ailleurs réitéré ses propos hier ou avant-hier. Alors, Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, lui, il a toujours dit qu'il n'était pas intéressé par le poste de la candidature à la présidentielle et qu'il voulait se consacrer à sa ville. Mais Ekrem İmamoğlu n'a jamais fermé la porte à cette possibilité. Et d'ailleurs, on sait tous qu'il se prépare à cette éventualité. Et là, il vient de recevoir un formidable booster pour sa candidature. La méritocratie serait mise à mal en raison des entretiens que doivent passer les candidats au poste public. Juges, professeurs, ingénieurs, nombreuses sont les personnes qui se plaignent d'avoir eu de très bons résultats à l'écrit pour être plus tard éliminés après avoir passé des oraux. Beaucoup pensent que le pouvoir réserve ces postes pour ses propres partisans. Le chef du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, s'est rendu jeudi dernier au siège du ministère de l'Éducation nationale pour s'entretenir avec le ministre et dénoncer les entretiens oraux. À son arrivée, il a trouvé porte close. Les entretiens oraux, étape devenue obligatoire pour intégrer la fonction publique, sont régulièrement dénoncés par l'opposition. De très nombreux témoignages de personnes arrivées premières au concours et qui se voient éliminées après ces entretiens provoquent l'indignation. Ces oraux sont une manière, selon ses détracteurs, de recruter des partisans de l'AKP sans compétences. C'est par un tweet que Kılıçdaroğlu a annoncé son déplacement, après avoir partagé le témoignage d'une candidate arrivée première au concours de professeur de philosophie. Pour être finalement recalé après entretien, il a dit « J'ai demandé un rendez-vous au ministre de l'Éducation nationale Mahmoud Özaj pour parler de l'infamie de l'entretien au KPSS, et je n'ai toujours pas de réponse. Apparemment, il a des choses plus importantes à faire que l'éducation. Le gouvernement du palais estime qu'en évitant la discussion, il peut mettre sous le tapis ses affaires. Il a tort. » Le jeudi matin, celui dont le nom est aussi évoqué pour être candidat à l'élection présidentielle a tweeté « Les droits des enfants de cette nation ont été bafoués via les entretiens. Ma demande de rendez-vous du ministère de l'Éducation nationale n'a toujours pas obtenu de réponse. À demain à 13h. » en mentionnant le ministère de l'Éducation nationale. Accompagné de nombreux journalistes, Kılıçdaroğlu a fait une déclaration devant le portail du bâtiment, verrouillé pour l'occasion. Il a dit « S'il y a une injustice, une illégalité, si le droit d'une personne est bafoué, si cette usurpation est faite par ordre du palais, c'est ma priorité absolue de m'y opposer. S'il y a du népotisme, il est de mon devoir de m'y opposer. Nous avons vu que nos enfants, qui ont obtenu 80, 90 ou même 95 points au concours du KPSS, ont été éliminés lors des entretiens oraux. Nous leur avons parlé, c'est une honte, c'est un péché. » Le ministre de l'Éducation, Mahmoud Özaj, a quant à lui déclaré « Les portes de notre ministère sont ouvertes à tous, mais que personne n'attende que nous répondions à la demande d'un entretien en utilisant des méthodes du fait accompli et en induisant le public en erreur. » Cet épisode en rappelle un autre. Il y a un mois, Kemal Kılıçdaroğlu s'était rendu au siège de l'Institut statistique de Turquie pour y dénoncer les chiffres officiels, non crédibles selon lui. À son arrivée, il avait trouvé porte close et quart de police. L'économie continue d'être la première préoccupation des citoyens. Après la remontée spectaculaire de la livre turque, celle-ci commence à décroître lentement. Et pendant ce temps, les citoyens apprennent à faire connaissance
avec le nouveau ministre des Finances, Nureddin Nebati. Une personnalité plutôt avenante, mais avec des propos surprenants. La livre turque avait connu une hausse spectaculaire la semaine dernière suite aux nouvelles mesures annoncées par le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan. Depuis, elle reprend une baisse continue, mais à un rythme lent. Le 19 décembre, après que le président Erdogan ait annoncé que ses convictions religieuses étaient la raison de sa politique de baisse des taux d'intérêt, la livre avait fortement chuté, s'échangeant à 18,3 contre $1. Plus tard, elle avait regagné 60% de sa valeur, après qu'Erdogan ait annoncé son plan selon lequel tout titulaire de compte qui échange ses actifs contre un compte en livres turcs sera indemnisé de ses pertes. En outre, la Banque centrale a annoncé mercredi que le même régime serait désormais valable pour les comptes de dépôt en or. Malgré l'annonce de la Banque centrale, après la remontée spectaculaire de la livre turque, celle-ci continue de perdre de sa valeur régulièrement. Après avoir atteint son plus haut niveau cette semaine à 10,33 pour $1, la lire est passée aux environs de 13 pour $1. Le nouveau ministre du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, n'a pas arrangé les choses lorsqu'il est apparu mercredi soir sur la chaîne pro-gouvernementale CNN turque pour y faire des déclarations quelque peu controversées. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que la Banque centrale turque était réellement indépendante, le ministre a insisté sur le fait que c'était le cas et qu'inversement, la Fed américaine était en fait sous le contrôle strict du gouvernement. Il a dit, je cite, « La Fed agit-elle comme nous ? Non. Biden leur demande de faire quelque chose et ils le font. » Le ministre Nebati a poursuivi en affirmant que non seulement la Fed n'était pas indépendante, mais qu'elle était contrôlée par quelques familles. Il a dit, je cite, « La Fed n'appartient pas vraiment au public. Il y a 5 familles qui contrôlent la Fed, sans pour autant les nommer. » Dans la même interview, le ministre Nebati a également conseillé aux gens de se retourner au tribunal contre les personnes qui leur ont conseillé d'acheter des devises étrangères, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Il a dit « Si quelqu'un dit le dollar va monter, prenez des mesures, protégez-vous, vous devriez les poursuivre. » Cela est venu après le développement sans précédent de cette semaine. L'agence turque de réglementation et de surveillance bancaire, nommée BDDK, a déposé des plaintes au pénal contre 26 journalistes économiques, économistes ou comptes Twitter anonymes. Selon le BDDK, ces 26 personnes en question, qui ont toutes critiqué le plan de protection contre les fluctuations monétaires du gouvernement, auraient violé l'article 64 de la loi numéro 5411 qui se dit « Une personne ne peut pas intentionnellement générer ou diffuser des fausses nouvelles ou des informations susceptibles de discréditer ou de nuire à la réputation ou aux actifs d'une banque. » Parmi les personnes poursuivies, 2 anciens gouverneurs de la Banque centrale, Durmuş Yılmaz et Rüştü Saracoğlu. Le racisme anti-migrant se développe de manière inquiétante en Turquie. Un triple homicide effectué avec des motivations racistes s'est déroulé à İzmir. Un groupe arborant la svastika s'est même créé pour agresser les personnes qu'elle suppose étrangères. Le 16 novembre, 3 travailleurs réfugiés syriens, Ahmed El Ali, Memoun El Nebhan et Mohamed El Hussein El Abdo El Bish, ont été brûlés vifs sur leur lieu de travail dans le district de Güzelbahçe à İzmir. S'adressant à Mediascope, Göktuğ Dağgeçan, l'avocat de l'entreprise où travaillaient les personnes assassinées, a déclaré « La personne interpellée a dit qu'elle avait planifié l'incendie délibérément. » Plusieurs organisations de défense des droits humains ont publié un communiqué le 22 décembre au siège de la Ligue des droits humains à İzmir. Son président Zafer İnce a dit, je cite, « Il est clair que l'incident a été planifié et commis avec un mobile raciste. Lors de son interrogatoire, le suspect a déclaré avoir brûlé les réfugiés syriens qui ont perdu la vie à Güzelbahçe en versant un bidon d'essence. C'est sur cette déclaration que le tueur a été arrêté et envoyé en prison. Il est clair que l'incident a été planifié et commis avec un mobile raciste. Cependant, on essaie de faire comme si la personne était malade mentale et n'avait pas commis de meurtre avec un mobile raciste. Cela vise à couvrir le meurtre commis avec un mobile raciste. » Fin de citation. Déclarant que les discours de haine, les attaques racistes et les meurtres augmentent de jour en jour en Turquie, İnce a poursuivi.
Les politiciens devraient immédiatement abandonner la rhétorique qui désigne les demandeurs d'asile et les immigrants comme la source des problèmes, ouvrant ainsi la voie aux provocations et au lynchage. De nombreux politiques, notamment dans l'opposition, n'hésitent plus à adopter un discours ouvertement raciste. Au sein du CHP, le maire de Bolu, Tanju Özcan, veut facturer le prix de l'eau 10 fois plus cher aux étrangers. Au sein du İYİ Parti, la cofondatrice İlay Aksoy demande l'expulsion immédiate de tous les réfugiés. Ümit Özdağ, qui a créé son propre parti, avait même affirmé que les Syriens ne payaient pas la révision de leur voiture. Récemment, un groupe néo-nazi nommé Ataman Kardeşliği a agressé une personne identifiée comme un Afghan, puis a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Une dérive inquiétante dans une situation de tension politique et économique. L'AKP continue sa descente et l'opposition monte très lentement. Un nouveau sondage vient confirmer ce mouvement. Désormais, le premier parti de Turquie n'est plus l'AKP, mais les indécis. L'Institut de sondage Métropole a annoncé les résultats de son enquête pour le mois de décembre. Un échantillon représentatif de 1514 personnes dans 28 provinces ont été interrogées entre le 11 et le 15 décembre, soit avant la remontée spectaculaire de la livre turque survenue le 20 décembre. Métropole rapporte une marge d'erreur de 2,52 points. Les sondés ont répondu à la question suivante. S'il y avait une élection législative ce dimanche, pour quel parti voteriez-vous? Avant redressement, les résultats sont 23,9% pour l'AKP, 20,3% pour le CHP, 10,5% pour le İYİ Parti, 8,8% pour le HDP et 3,9% pour le petit parti d'extrême droite, le MHP. Les indécis sont signalés à 11,1% et les bulletins nuls et protestataires à 9,9%. 4,9% des participants ont préféré ne pas répondre. Après répartition des indécis, vote de protestation et non-réponse, l'AKP est à 32,3%, le CHP à 27,4%, le İYİ Parti à 14,2%, le HDP à 11,9% et le MHP à 5,3%, ce qui donne un total des voix de l'Alliance nationale entre le CHP et le İYİ Parti de 41,6%, face à l'Alliance du peuple, le pouvoir, composé de l'AKP et du MHP, avec 37,6% des voix, soit une avance de 4 points au-dessus de l'Alliance républicaine, sans compter le HDP qui va jouer un rôle clé dans les prochaines élections. Merci de nous avoir suivis, passez une d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.